Nous avons la chance d'être aujourd'hui 15 novembre 1962, honorés de la compagnie de Karl Brouwer, certainement le plus national et le plus sincère de nos poètes. Nous nous trouvons actuellement en la résidence du poète, au tranquille quartier du haut de Turgot, encore peuplé de gazouillis d'oiseaux et bercé de palmes fraîches. Karl Brouwer comptera le 5 décembre prochain 60 ans. Et c'est comme un miracle de cette vie extraordinaire et tourmentée, saisie par la bohème et la débauche, la farandole des femmes, l'ivresse des boissons fortes et les nuits de veille joyeuses dans les bouges des faubourgs, car il fut le roi des tavernes et le prince de la bohème, et sa jeunesse se passa tout entière, comme on disait au temps lointain, entre un bol de tafia et une maîtresse concubine. Le meilleur de la poésie de Karl Brouwer porte la marque de la débauche. Et si parfois le sourire de la Vierge caresse son front las, la prière qu'il dédie à la Mère de Dieu sent le clairin. Dans un livre prochain, il sera dit le talent de Karl Brouwer, qui dans la poésie haïtienne ressuscite François Villon, Verlaine et Rimbaud. Aujourd'hui, nous voulons simplement bavarder avec le poète, engager avec lui un dialogue à bâton rompu, qui découvrira, peut-être, les plis et replis secrets d'un cœur fou d'amour. Mon cher Karl, des femmes innombrables contemplent ta vie. Est-il indiscret de parler d'elles, d'évoquer leur grâce, qui parfume une si grande partie de ton œuvre poétique, et d'essayer de recueillir des détails sur leur personne? D'abord, dis-nous, qui était cette jeune fille à qui est dédié, écrit sur du ruban rose? J'ai vécu avec elle à Paris, à France Export, où je travaillais. C'est une Française? C'est une Française. Elle est maintenant madame. Pas dire. Elle est mariée maintenant? Elle est mariée maintenant. Et écrit sur du ruban rose lui est dédié. Donc c'était un grand amour? Plutôt un amour chaste. Un amour chaste. Oui, parce que ces poèmes ont une certaine pudeur. Oui, un amour beaucoup chaste. de délicatesse, on l'a remarqué. Puis t'es tout jeune. Mm-hmm. Oui, c'est à ton premier voyage à Paris. Oui. Et ensuite, tu Tu connais ce sujet de Musset, les deux maîtresses? Oui. Voilà. Il y en avait une qui était charnelle à l'époque. Je crois que Baudelaire, avec pas ce drame, ce genre d'amour. À l'époque, j'en avais deux. Une charnelle et celle-là, non. C'était pas l'amour charnel. Tu comprends? Mm-hmm. Oui. Oui, c'est pourquoi je reviens sur ça, les poèmes écrits sur du ruban rose. C'est une très très grande pudeur. Pudeur, oui. Et après, quand tu as commencé à publier dans la revue indigène et la Trouée, il y a beaucoup de noms de femmes qui viennent tout le temps. Onphale, qui était Onphale? Onphale Boiron. Onphale Boiron, c'était non. Oui. Parce que, à la sens, comme vous dites, au montant, on voit ça même. Elle était la femme de ma jeunesse, tu comprends? Mm-hmm. Je connais très tôt. Je l'ai chantée comme je pouvais la chanter à l'époque. Et cette Marie-Noël dont tu as parlé tout à l'heure? C'est la première maîtresse. La première? Au nom de France. Elle habitait où? Au Roi-Fougère. Au Roi-Fougère. Mais alors, Anticipation. Et c'est elle qui est l'héroïne de Trèfle, là. De Trèfle Incarnat. C'est le conte que j'ai publié dans la revue indigène. Oui, ce conte est là. Ou dans la Trouée? Non, c'est dans la revue indigène. Trèfle Incarnat. Et enfin, après cette vie turbulente, tu es devenu sage et tu t'es marié. Oui. Vers quelle époque tu t'es marié? J'avais quel âge? J'avais une trentaine d'années. 30 ans, à peu près. Et de ce mariage, tu as eu deux filles. Qui sont? Olga et Mimi. Mimi, c'est un souvenir de ta mère que tu as beaucoup aimé. Oui, il s'appelle Péonie. Son vrai nom, c'est Péonie. Le nom de ma mère. Olga est actuellement religieuse. Oui, elle s'appelle religieuse à Port-de-Paix. Une Montfortaine. C'est une Montfortaine. Et vous savez que c'est Louis-Marie de Montfort qui a créé ces deux congrégations. Oui. Les filles de la sagesse, les Montfortaines et les Montfortains. Une congrégation masculine et une congrégation. Et ton autre fille a fait son droit, on m'a dit. Oui.
C'est son Dieu. Elle travaille à la Université des maths. Ah, elle ne professe pas le droit. Ensuite, je voulais te demander, quel est ton poème préféré? Ça, c'est difficile à dire, de toutes... Mais, alors, laissons le mysticisme. Il y a un poème qui m'a toujours paru le plus beau poème, c'est le Grenadier. Le Grenadier. Ça a paru où? Je ne sais pas. Voilà, c'est que j'ai publié dans un petit journal, beaucoup. Et je crois que c'est dans l'Action nationale. Dans l'Action nationale, peut-être. Je vais essayer de le retrouver. Quel en était à peu près le sujet? Les souvenirs de mon repos. Ah, de mon enfance. De ton enfance, qui s'est passé à mon repos, oui. Donc, j'ai le Cavallo, Adèle, le Cavallo. Je peins sur les souvenirs de mon enfance à mon repos. Et alors, il y avait les grenadiers dans la cour. Je me suis souvenu. J'ai eu une enfance féerique. Absolument féerique. Oui, tu as écrit souvent quelques souvenirs de... Le jardin était merveilleux. Immense. Il y a encore des restes. C'était beaucoup plus beau. Et puis mon oncle était très luxueux. Il était très riche à l'époque. Lequel? Frédéric Carvalho. Frédéric. Qui avait épousé la sœur de mon père. C'était une enfance absolument féerique. Alors, placé dans les milieux de fées, parce qu'il fallait voir mon repos autrefois. Ce jardin qui avait... Un paradis, des rouges innombrables, Chantal, l'eau, une fois, il y avait un jet d'eau à mon repos. Je me revois me baignant ce jet d'eau. C'était tiens à 3 heures de l'après-midi, me baignant avec Joseph. C'était délicieux. Et puis Adèle le soir, les contes. Adèle était une conteuse incomparable. Une vraie chanterelle. Une vraie griotte, tu sais. Plus tard dans ma vie, j'ai entendu des conteuses. Des conteurs, je n'ai jamais entendu une conteuse comme Adèle. Jamais. Elle est morte. Et Adèle Carvalho. Ma cousine Germaine. Oui. Je voudrais vous poser une question que j'ai en tête depuis un bon moment. Le scénario pour film que vous avez écrit, Le Vampire et le Magicien, enfin, quand vous l'avez écrit, est-ce que vous aviez en tête que ce scénario serait un jour monté ou bien joué, je ne sais pas? Vaguement, tu sais. Je l'ai écrit parce que, en somme, le pays devait évoluer. Il a écrit tout de même quand même une idée d'évolution. Le Mexique produisait de très beaux films. Et alors pourquoi il n'y a pas de cinéma ici? Il y a eu quand même une petite tentative cet an dernier, mais ça n'a pas... Je ne savais pas. Comment avez-vous été amené à écrire un scénario pour film, hein? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré? Ça a été inspiré par un film allemand que j'ai vu. Ton deuxième voyage, alors? Le cabinet du docteur Caligari. J'ai vu, c'est un des plus beaux films, jamais, que j'ai vu. Et puis il y a un autre film allemand que j'ai vu aussi au Marivaux, Les Trois Lumières. Tu vois, ce sont des films fantastiques. C'est que l'allemand, l'imagination allemande, l'allemand excelle à exploiter le fantastique. Tu as jamais lu l'école d'Hoffmann? Il faut la lire. C'est un écrivain, c'est un conteur allemand, un puissant écrivain. Et j'ai lu l'école d'Hoffmann aussi. C'est fantastique. Si tu lis Ignace Denner, tu ne peux pas dormir la nuit. Je les ai lus enfants, l'école d'Hoffmann. Plus tard, j'ai relu. Je ne dormais pas la nuit. J'avais peur. Je les mettais mon école d'Hoffmann, je les lisais quand même. Et alors j'avais des nuits chez nous, où quelquefois je quittais mon lit pour aller à la lit de ma mère, tellement j'avais peur. La maman gâteau. Oui. Tu as beaucoup aimé ta mère. Mon cher, j'ai sur les souvenirs du moment que je vois. Un jour, je vais à la chasse. Je tue 2 oiseaux par le vis. Et puis, à un moment, je vais cuire ça. Elle a cuit ça. Le plaisir que ma mère avait de manger, je n'ai jamais oublié ça. Je jouissais de l'avoir mangé, tu sais. J'adorais manger. C'était le fruit de ta chasse. Voilà. Pourquoi il y attachait? Un jour, les cheveux un pas mis. spécial. Mais mon fusil n'a pas livré, malheureusement. Je m'appelle Karl. Mon nom. Vrai, c'est Charles, tu sais. Mais alors, ma mère aimait tellement Karl Wolf que le nom m'a resté. C'est à cause de Karl Wolf. À cause de Karl Wolf. Le fabuliste. C'est un poète exquis, Karl Wolf.
C'est à cause de lui que je m'appelle Karl. C'était le bon ami de ma mère. Alors aussi, l'homme voit Je voulais relire cette fable, mais je vais me remettre à la littérature ici. Vous voulez relire les fables de Karl Vogt? Oui. Je pourrais vous passer un exemplaire. S'il vous plaît. Quoi? Oui, il faut retourner à la littérature. C'est ce que je vais retourner, il va revenir. Alors maintenant, depuis 1942 à peu près, tu n'as pas écrit, ou plutôt tu n'as rien publié. Je n'ai rien publié. Mais maintenant tu as changé. Abondamment. J'ai publié ça maintenant. Je peux pas. Est-ce que tu as... Je pourrais te lire ce poème si tu veux. Le dernier que tu as donné à... Oui. Tu as aussi. Je peux parler des pensées chrétiennes aussi. Et puis alors, que j'écris en ce moment les sombres propos d'Égésias sur la mort. Alors, le mysticisme. Ah, toujours, tu écris uniquement maintenant dans la veine mystique. Ah, oui. Alors, tu nous expliquais à peu près... Ce que je voulais faire maintenant pour mes poèmes, allier ce que je te dis, créer un mysticisme. En somme, ce que je voulais faire, c'est de créer un mysticisme proprement haïtien. Tu comprends? Oui. Qui serait, comme tu nous expliquais tout à l'heure, un mélange de chair et de mysticisme. Alors, allier, c'est pas la chair et le mysticisme. Oui, dans une formule poétique. Poétique proprement haïtienne. Voilà, c'est ma tentative. Est-ce que vous n'auriez pas subi l'influence de Omar Khayyam? Énormément. Khayyam est un angoissé d'ailleurs. Et moi je suis angoissé. J'ai toujours été un angoissé. Tu vois, l'idée de la mort m'a toujours hanté. L'idée de la mort m'a toujours hanté. Pourquoi je ne peux pas, je veux dire, les sombres pensées des gars. Il ne faut pas que ça soit réfléchi. Il ne faut pas nous faire réfléchir. Car pendant ce... J'ai fait de philosophie et même de science durant mon repos. Je n'ai pas vécu, j'ai pas compété. Je crois que mes dernières œuvres sont plus scientifiques, plus philosophiques, plus scientifiques que les premières. La première, c'est la jeunesse, c'est pas maintenant. Oui, c'est la maturité. C'est la maturité. Vous savez que je connais l'eau, là. Oui. Avec à l'eau, là. À ton premier voyage, alors. Oui. Oui. À Lourdes. À Lourdes. Et quelle est votre impression? Ah, mais c'est réellement magnifique, là. C'est un souffle l'esprit, là. Il n'y a pas de doute. Dès qu'on est dans le domaine, la Sainte-Vierge, on fait de l'art involontaire. L'art coopéré, j'ai plus, c'est involontaire. C'est frappant. Frappant. Ah, et la vraie, j'ai l'enfance mariale ici. Je me demande s'il ne veut pas être prêtre. C'est ça? Je te vous demande ça. C'est qu'il y a ce qui frappe, ce qui m'a toujours frappé, c'est la ressemblance de ma vie avec celle de l'abbé Prévost. L'abbé Prévost, tellement dans les choses. C'est un pur chef-d'œuvre. Mais la ressemblance est frappante. C'est de... Un bénédictin, il n'a jamais pu... Il a aimé une fille. Tu vois? Tout le ressemblance frappante. La ressemblance est frappante. La vie est celle de l'abbé Prévost. Oui, c'est curieux, il y a quelque chose de mystique depuis tes premières œuvres. Mes premières œuvres. Je me rappelle le poème sur l'église du Sacré-Cœur, les cloches. À Paris, j'étais philosophe. J'ai beaucoup lu Annie Besson, il était président de la Société théosophique. C'est ce qui explique que j'ai pénétré sur une instance de Sophie pakistanais. Oui, j'ai fait beaucoup d'études mystiques. Beaucoup d'études mystiques. Et puis l'influence aussi de Omar Khayyam. Oui. L'influence orientale, très profonde. C'est visible dans mes œuvres, l'influence orientale. Oui. Arabe, persane, japonais aussi. J'ai même écrit en Haïkai, dans la origine indigène. Quand ces étoiles et la lune derrière Oui. C'est brisé en étoiles. C'est dans cette s'appelle en Haïkai. Oui, longtemps avec le portable, il y a une maintenant là, au moins. Au portable? Il faut aller regarder. Ah oui. Chez qui? C'est ma jeunesse. Ah bon, j'ai fréquenté une homme, moi, la fille, c'est bon, mais je n'ai vécu que chez elle. Mais, monsieur Bois, est-ce que, c'est peut-être une question indiscrète, mais... Est-ce que l'alcool vous était un stimulant pour votre poésie? Oui, tout de même. J'aime le plaisir.
Tu comprends? Oh, une poésie sans alcool, je ne vois pas. Enfin, c'est Octave. Tu comprends? Octave se soulève la gueule. Continue, mais je t'en plains carrément. Tu as vu cette comédie délicieuse, mon marché, Le barbe de Céline, le Figaro. Mon cher, j'étais un véritable chérubin, avec 16 ans. Voilà, un vrai chérubin, un passionné de la femme. Et parmi les poètes ici, c'est ton préféré. Mon cher, j'aime beaucoup Corinne Loin. Oui. Surtout Félicien. Oui. Et j'aime beaucoup aussi Amélie Bon. Mais moi, c'est les compliments, en plus de sensibilité, de délicatesse. Il y a des poèmes Ouais, ici. de la souffrance. Alaïda sur Sonate de jour. Et moi, écoutons soupirer la brise des amants. Et la brise au tombeau d'Emma. Ouais, c'est joli. C'est un morceau d'anthologie. Ah oui. Très belle pièce. J'aime beaucoup Georges Sylvain aussi. Il a un très beau poème, Georges Sylvain. Et les chiens errants, les chiens vagabonds. Il est très sensible, Georges Sylvain. Et puis alors, quelle page, quelle pose, Georges Sylvain, au début des Confidences. Son aperçu sur la poésie haïtienne, qui est absolument remarquable. Ah, c'est remarquable. Et il y a un très beau poème aussi, Frère d'Afrique. C'est un poème très... Dans la confidence et mélancolie. Un type qui est délicieux aussi, moi. Je l'ai lu 14 à 15 fois, c'est dans mon plaisir. C'est le poète de la Minatelle, dans mon plaisir, tu sais. Oui, du marivaudage. Du marivaudage. Il a de très beaux poèmes. En somme, c'est du Watteau, c'est du Verlaine, des romans gays. Oui, égaré un peu dans les boulevards de Versailles. Oui. C'est un marquis, en somme. Enfin, comme la poésie n'a pas de limite. Bon. Ça a été un peu son droit. Oui, c'est son droit. Je n'aime pas la poésie engagée. Il me semble qu'une poésie doit être dégagée plutôt qu'engagée. C'est la tendance actuelle de dégager. Je ne vois pas. Pas de formule en poésie, pas de théorie. On écrit sur son âme, sur son cœur. Et on rythme également dans son cœur. Mais toujours, mes poèmes en vers libre, j'ai toujours essayé de rythmer sur le cœur. C'est volontaire. C'est pourquoi ils sont difficiles à lire, au fond. Mais il m'a semblé trouver dans quelques-uns de tes poèmes un peu le rythme de chansons vaudouesques. Oui. Ça a eu une certaine influence. Azéma, par exemple. D'où Azéma qui est. Oui. Alzire, c'est quelquefois le rythme de la méringue. Oui. Oui, cette langueur, cette grâce langoureuse. Ou il y a un romance, par exemple. Je peux dire dans l'indigène. C'est une romance. Cet homme, c'est ça. Les actes d'ouverture, une très jolie romance. Les actes d'ouverture, tu n'as jamais lu? Non, non. J'ai plus jamais lu ça dans la l'Initiade. Non. Mais, non, c'est une autre romance. L'exilé, je crois. Et l'exilé, c'est extrait de l'Haïtiade. Oui, c'est dans le début, le prologue de... J'ai lu l'Haïtiade, mais il y a déjà des années, j'ai oublié tout à fait. Et puis alors, pendant des temps, je suis resté longtemps, j'en ai écrit. Très longtemps, j'en ai écrit. Tes premiers vers datent de quel âge? Pas changé. Écrit sur du ruban rose, tu l'as publié? Et oui. À ton retour de France, il y a une trentaine d'années de ça, oui. Ça. Une trentaine d'années de ça. Bien avant la revue indigène. Non, pendant la revue indigène. Pendant cette période. Pendant la période. Exactement pendant la période. Mais je n'ai édité que 70-75 exemplaires. Alors c'est très rare. Non, mais avant d'avoir publié Écrit sur du ruban rose, tu avais déjà l'habitude d'écrire. Aussi. Oui. Il y avait des sélections. Oui, il y avait déjà écrit nous, tu sais. Oui. Et pourquoi ça n'a pas figuré dans... Ah ben, j'ai trouvé ça un peu nièvre. Tu comprends? Et puis alors, c'était tout à fait spécial. Tu vois, remarqué, ces points se ressemblent. La même pudeur, tu vois. À part ce point sur Abounoas. Abounoas. C'est un peu libertin. Abounoas, c'est un des plus grands poètes arabes. Et je connais bien, on voit bien que ma poésie a été influencée par la poésie orientale. Les Anzins, par exemple, les couleurs sont purement orientales. C'est de l'africanisme. Alors maintenant, mon cher Karl, je vais te demander de dire pour nous
quelques-uns de tes poèmes. Manu est une courtisane de couleur, des dents blanches, une cascade de fou rire, des sanglots profonds jusqu'à l'âme, un cumul sonore de bracelets d'érotifs. Mamie est une courtisane de couleur. Voyez comme elle est belle, avec de la poudre d'or dans ses cheveux, de l'antimoine sur les paupières, et du henné en pourpoint ses lèvres épaisses, mais fondantes comme une mangue. Mamie est une courtisane de couleur. Le Béanzin? Béanzin, oui, là. Et les sandales de cuir, et le corps râpé dans une boue ample, Béanzin rêve, assis sur une natte orange et noire. Cependant qu'immobile, une Amazone abrit sa tête royale, nommerait le Congo. Ah, voir baumer et mourir. Ou le prêtresse d'Aïda Wedo, les yeux pleins d'une indicible mélancolie. Il contemple plus loin les palmiers maigres qu'agite la brise crépusculaire. Plus loin, bien plus loin, au-delà du désert, un pays de vin, de pâle et miel. Mais où est le sonore vissement les bracelets d'or aux chevilles de l'Amazone? Les premières étoiles s'allumèrent dans le litane du ciel. L'horizon devint de la couleur du foulard de Badagry. Le royal exilé rêvait toujours, le royal exilé rêvait toujours, mais tout à coup la brise fléchit, le liard frissonna. Voici venir les ténèbres, il froid, se dit-il, il faut rentrer. Il se leva, mais au moment de franchir le seuil de sa demeure forcée, il se retourna, regarda longuement les palmiers nostalgiques, et murmura doucement, ah, sans doute, je ne verrai abonné qu'au noir pays téléphone. C'était Dialogue avec Karl Brouard, réalisé pour vous par Jean Fouchard, Anthony Phelps et René Philoctète. Redingote au gilet, rose à la boutonnière, ou t'es con belle parole, ou t'es gain belle manière, ou t'es gain grand moustache, au col de mi-coma, le t'es campé, ou t'es tout piqué ta croix.